Merci beaucoup de m'accueillir ici. Je suis impressionné par le nombre de personnes qui s'intéressent et qui ont envie de parler des questions d'enfermement. Et je suis très heureux, n'ayant pas pu venir les années précédentes, d'être présent aujourd'hui parmi vous. Alors, appétit, c'est le thème que j'ai trouvé étonnant et original à la fois de ces rencontres estivales de Concertina autour des enfermements. Et en le découvrant, je n'ai pas pu résister, comme vous l'aurez peut-être deviné en voyant le titre de mon intervention, à l'inspiration de la grande et belle tirade de Ruy Blas dans la pièce éponyme de Victor Hugo. Le valet devenu Premier ministre du roi d'Espagne, ayant assisté dans l'ombre aux disputes des seigneurs qui se partagent les richesses du royaume, apparaît soudain et proclame « Bon appétit, messieurs ». Il s'interrompt un instant pour jouir de la stupeur de ses interlocuteurs, puis reprend « Ô ministres intègres, conseillers vertueux, voilà votre façon de servir ». Serviteurs qui pillaient la maison, donc vous n'avez pas honte. Suit une très longue et belle tirade. Alors le pillage des ministres de la France d'aujourd'hui est avant tout symbolique. Pillage des valeurs morales qui fondent le vivre ensemble, des principes fondamentaux dont se prévaut la démocratie et des droits humains auxquels se réfèrent les pays européens pour critiquer le reste du monde. Et non, ils n'ont pas honte, comme le dit Ruy Blas. Même ils se vantent de leur prétention à enfermer plus longtemps, plus durement, plus injustement, en appellent aux sentiments les moins honorables de leur public et surtout de leur public par avance conquis par leur rhétorique inflexible, pour autant qu'elle concerne les classes populaires et surtout en leur sein, les minorités racisées. C'est le garde des Sceaux qui veut supprimer les peines d'emprisonnement avec sursis qui ont été créées par la loi du 26 mars 1891, non par souci de clémence, mais pour inciter celles et ceux qui ont violé la loi à ne pas récidiver. Outre l'effet contre-productif sur la prévention des délits, la mesure aurait pour conséquence de désinsérer socialement et professionnellement les personnes ainsi condamnées et d'augmenter considérablement le nombre de détenus, puisque le quart des peines prononcées sont des sursis, représentant environ 130 000 personnes par an. S'ajoute à cette proposition l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, annulant l'excuse de minorité prévue dans l'ordonnance de 1945, le retour aux peines planchées par l'introduction de sanctions minimales dans le code pénal, dont on avait constaté qu'à la suite de leur inscription dans la loi, elles avaient augmenté le quantum des peines de prison de 73%, et la création d'un régime carcéral d'exception pour les accusés de narcotrafic, y compris pendant leur détention provisoire, donc avant leur jugement, dans des prisons de haute sécurité, notamment en Guyane, sinistre rappel du bagne. Et c'est le ministre de l'Intérieur qui veut allonger la durée maximale de rétention des étrangers en situation présumée irrégulière jusqu'à 210 jours, quand elle était de 7 jours à sa création en 1981 et avait été régulièrement augmentée depuis lors pour atteindre 90 jours en 2019. Alors que la France est déjà le pays européen qui prononce le plus de décisions de retour à l'encontre des ressortissants de pays tiers, soit plus du quart de l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne, décision au demeurant peu efficace car souvent non conforme au droit et donc rejetée par les tribunaux. S'ajoute à ce projet producteur de plus d'enfermement le rétablissement du délit de séjour irrégulier qui ouvre la possibilité de placer en maison d'arrêt les étrangers sans titre de séjour, qui existe déjà d'ailleurs pour ceux qui refusent leur reconduite à la frontière. L'instauration d'un examen civique pour les premières demandes de cartes de séjour pluriannuelles et des cartes de résident. La restriction de l'accès à la nationalité française par le durcissement des critères exigés. Et bien sûr, la banalisation de la xénophobie et de l'islamophobie,
s'accompagnant d'une répression à l'encontre de celles et ceux qui combattent la stigmatisation des exilés et des musulmans et de menaces de dissolution contre les associations qui œuvrent dans ce sens. Oui, bon appétit, messieurs, aux ministres intègres qui avaient participé à des gouvernements dont de nombreux membres ont eu affaire à la justice sans avoir démissionné et qui, avec des intentions électoralistes, flattaient les instincts punitifs qui sommeillent en toutes celles et tous ceux qui se croient ou même se savent au-dessus des lois. À vos déclarations trompeuses sur la clémence des juges, quand il n'y a jamais eu autant de personnes incarcérées, sur les activités réputées ludiques dans les prisons, quand les conditions de vie sont en réalité le plus souvent indignes, sur l'invasion de la France par les étrangers, quand les statistiques européennes montrent que le pays est l'un des moins accueillants du continent, sur le sentiment allégué de submersion migratoire, quand les enquêtes d'opinion révèlent que les préoccupations autour de cette question se situent loin derrière le pouvoir d'achat, la hausse des prix, la santé, l'éducation, les retraites et parfois même l'environnement. Donc, à cela, à ces contre-vérités sentencieusement énoncées, il faut opposer les faits. Si l'on veut comprendre la prison, il faut savoir qui l'on y enferme et quelles en sont les conséquences. À cet égard, la France se distingue au sein de l'Europe. Au début de la décennie actuelle, elle était le seul pays dont le nombre de personnes détenues continuait d'augmenter, et elle était également le pays où l'on se suicide le plus en prison. Loin des rodomontades ministérielles, cette exception française dans le concert européen, doublement honteuse, est rarement discutée dans l'espace public, et moins encore débattue dans les arènes politiques. Nous vivons dans la plus grande indifférence un moment punitif sans précédent. Notre pays traverse en effet la période la plus répressive de son histoire moderne en temps de paix. Chaque année et même chaque mois, nous entendons que la population carcérale atteint un nouveau record sans que ce constat ne donne lieu ni à débat public, ni à mesures politiques. La prison est au cœur de la pensée pénale, comme le disait la juriste Françoise Tulkens. Tel n'a cependant pas toujours été le cas. Entre 1850 et 1940, le nombre de personnes emprisonnées a été divisé par 4 en France et l'on fermait des prisons. Il y a eu ensuite la parenthèse de la Seconde Guerre mondiale et dans les suites un enfermement massif mais transitoire des accusés de collaboration avec l'ennemi. Puis de 1955 à nos jours, la population carcérale a été multipliée par 3,6 et si l'on tient compte de l'évolution démographique du pays, le taux a tout de même été multiplié par 2,5. Parallèlement, le milieu ouvert a lui aussi progressé et encore plus vite que le milieu fermé, 2 fois plus dans les 30 dernières années, ce qui représente aujourd'hui 250 000 personnes, 1/4 million, sous main de justice. Mais alors pourquoi qualifier ce moment de punitif ? Après tout, cette évolution pourrait simplement correspondre à un accroissement de la criminalité. Or, rien ne le montre. Notre société est plus sûre qu'elle ne l'était il y a un demi-siècle, ce qui n'empêche pas la population de manifester un sentiment d'insécurité dont on peut tenir compte sans pour autant sombrer dans le tout répressif. 2 phénomènes généraux rendent compte de cette évolution. Le premier est sociologique, c'est l'augmentation de l'intolérance à l'égard de certains écarts à la norme, surtout lorsqu'ils sont commis par certaines catégories sociales. Et du reste, cette intolérance est d'autant plus grande qu'on n'est pas soi-même exposé à ces écarts et qu'on se trouve plus éloigné de ces catégories. Le second est politique. C'est la progression du populisme pénal qui réclame toujours plus de sévérité en mobilisant la théorie de la vitre brisée, ou tout au moins son interprétation la plus négative, qui invite à se montrer impitoyable contre les petites infractions. Les 2 phénomènes s'associent d'ailleurs dans un cercle vicieux, l'intolérance servant de justification au populisme pénal, qui la nourrit en retour. La nécessité de rendre justice aux victimes est souvent invoquée, alors même que la majorité des infractions n'a pas de victimes. Comment cette double évolution se traduit-elle en pratique ? Quels mécanismes sont à la source
de cette inflation carcérale. J'en donnerai 4. Il y a premièrement la criminalisation de faits qui relevaient précédemment de contraventions, avec la création de nouveaux délits et pour ces délits, des peines d'emprisonnement. La délinquance routière représente aujourd'hui une entrée sur 10 en milieu carcéral, dont la moitié simplement pour conduite après perte des points de son permis, ce qui touche particulièrement les coursiers, les livreurs, les conducteurs. Il y a deuxièmement l'allongement des peines pour les mêmes infractions. La loi du 10 août 2007, contestée par les magistrats au nom de l'individualisation des peines et de l'indépendance des juges, a augmenté le quantum moyen de 9 à près de 16 mois, les délits les moins graves étant les plus affectés, et la suppression de ces peines planchées, donc, avec la loi du 15 août 2014, n'a pas inversé l'intransigeance des juges, qu'il avait été plus facile d'imposer que de faire abandonner. Il y a troisièmement les comparutions immédiates, dont le nombre a progressé 2,5 fois plus vite que celui des procédures normales, et dont une commission sénatoriale avait établi qu'elles conduisaient à des sanctions 2 fois plus sévères. Elles sont aujourd'hui responsables de 96% des peines de prison avec mandat de dépôt, donc sans possibilité d'aménagement par le juge de l'application des peines. Il y a enfin, quatrièmement, un accroissement des détentions provisoires qui représente 4 prisonniers sur 10 en maison d'arrêt. Les magistrats se montrent très sensibles à l'instrumentalisation politique des faits divers, comme cette affaire dont vous vous souvenez probablement de la mort de la jeune Laetitia, qui avait été suivie d'une explosion des incarcérations avant jugement. L'ensemble du dispositif pénal produit donc une inflation carcérale concernant presque exclusivement les maisons d'arrêt, ce qui faisait dire au directeur de l'une d'elles que le système était particulièrement injuste, puisque ceux qui souffraient des pires conditions en prison étaient ceux dont les courtes peines correspondaient à des délits mineurs et ceux qui, n'ayant pas été jugés, étaient présumés innocents. Cependant, cette évolution est très inégalement répartie. En prison, la moitié des personnes détenues sont sans emploi. La moitié se déclare d'ailleurs sans profession. Un quart ouvrier, 1% cadre. Et dans la maison d'arrêt, semblable à la plupart des autres, celle où j'ai travaillé pendant 4 années, 77% des hommes appartenaient à des minorités ethno-raciales, correspondant pour 35% d'entre eux à des hommes noirs et 32% des hommes arabes, les 10% restants étant souvent des Roms. Pour expliquer ces disparités, il faut considérer l'ensemble de la chaîne pénale, la fabrication de l'opinion par les médias et les politiques, la préparation des lois par les gouvernements et leur vote par les parlementaires, leur mise en œuvre par la police et finalement par les magistrats. À chaque étape, les inégalités sont manifestes. Ce ne sont pas les mêmes délits qui sont touchés par la sévérité des lois et des magistrats. Dans les années 2000, les condamnations pour usage et détention de cannabis ont progressé de 255%, alors que les infractions à la législation sur les sociétés baissaient de 29%. Et pourtant, les enquêtes épidémiologiques montraient une stabilité de la consommation de stupéfiants, alors que les données policières révélaient une augmentation des délits économiques et financiers. C'étaient des choix politiques qui se reflétaient dans les pratiques des parquets. Ce ne sont pas non plus les mêmes publics qui sont affectés, bien que les études établissent que l'usage de drogue est réparti à peu près de la même manière à travers les classes sociales. Les forces de l'ordre ciblent seulement les catégories populaires, souvent minorisées, ainsi que j'ai pu le constater en 15 mois d'enquête avec des policiers dans la région parisienne. Enfin, ce ne sont pas les mêmes peines qu'administrent les juges en fonction des prévenus auxquels ils ont affaire, plusieurs études soulignant l'importance des affinités sociales et institutionnelles dans leurs décisions. À l'occasion d'une série de procès auxquels j'assistais récemment, non loin d'ailleurs de l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui, j'ai pu constater ces disparités. Dans le premier procès, en comparution immédiate, un jeune Africain sans domicile, sans ressources, sans aucun passé pénal, jugé pour être en possession de 3 barrettes de cannabis qu'il était sur le point de revendre, a été condamné à 6 mois
d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt. Dans le second procès, un peu plus tard, en procédure normale cette fois, 2 policiers aux frontières jugés pour vol et violence à l'encontre d'exilés, répétés et documentés par défaut en écriture et l'enregistrement d'une agression verbale et physique, étaient condamnés à 6 mois avec sursis, d'ailleurs réduit en appel à 2 mois, toujours avec sursis, sans interdiction d'exercer. Je voyais le premier s'éloigner, tête baissée, menotté, les seconds satisfaits, rentrer chez eux. En somme, la question de la sévérité est moins de savoir quel délit on sanctionne que de comprendre quel public on veut punir à travers la répression de quel délit. La population des prisons reflète donc moins les violations de la loi que les choix de notre société de qui punir et comment. Ce que le sociologue Émile Durkheim exprimait déjà avec clarté il y a plus d'un siècle en affirmant qu'on ne condamne pas un acte parce qu'il est criminel, mais qu'il est criminel parce qu'on le condamne. Mais à quoi condamnent précisément les juges lorsqu'ils condamnent à la prison ? Au cours de mes 4 années d'enquête en maison d'arrêt, j'ai été frappé du contraste entre ce que me disaient les personnels et ce que me disaient les détenus. Parmi les surveillants, une phrase revenait souvent « Il ne leur manque que la liberté ». Un directeur adjoint me disait même « Ils sont mieux ici que chez eux ». Le chez eux renvoyant de façon méprisante aux cités d'habitat social où il n'avait lui-même jamais mis les pieds, mais dont il imaginait les carences. Parmi les hommes détenus, au contraire, j'entendais toujours les mêmes mots, humiliation, rabaissement, violence. L'un d'eux, en détention provisoire depuis 30 mois pour une possession d'une quantité importante de résine de cannabis, me disait « Être puni pour notre délit, on s'y fait. Les peines qui nous fracassent, on les accepte. Mais la prison, elle nous pourrit. J'étais gentil, poli, courtois quand je suis arrivé. On m'a, excusez-moi, chié à la gueule. Je suis devenu méchant, dur, agressif. » Qu'est-ce donc que cette expérience de la prison pour ceux qui y sont condamnés ? C'est une multiplication de privations. Privation de liberté, certes, mais pour beaucoup, double privation lorsqu'ils se trouvent enfermés 22 heures sur 24 dans une cellule supposée être individuelle depuis la loi de 1875 qu'on ignore en votant un moratoire tous les 5 ans au cours desquels la situation ne fait qu'empirer. Cellules dont les 9 mètres carrés sont occupés par 1 et de plus en plus souvent 2 autres détenus, soit un triplement avec 2 lits superposés et un matelas au sol. Privation de lumière naturelle, en raison du doublage des barreaux par un caillebotis noir, laissant à peine passer les rayons du soleil, une situation qui est encore aggravée pour ceux qui sont à l'isolement pour raisons disciplinaires. Privation d'intimité, y compris pour aller aux toilettes, au point que certains renoncent à leur sortie en promenade pour faire leurs besoins en l'absence de leurs codétenus. Privation de vie affective, hormis dans les rares moments de parloir avec leurs compagnes, en présence plus ou moins discrète des surveillants. Privation des liens avec la famille, sauf lorsqu'existent des parloirs père-enfant ou des unités de vie familiale. Privation de vie sexuelle réduite à la masturbation et aux relations homosexuelles parfois non consenties. Privation de dignité, notamment dans les fouilles à nu après les parloirs ou s'il y a eu un vol, autant d'occasions possibles d'humiliation. Privation d'autonomie, en particulier pour accéder aux médecins ou même simplement à des antalgiques en cas de douleur extrême. Privation du pouvoir de décision, par exemple pour prendre une douche en rentrant de promenade en période de canicule. Privation du droit d'exprimer une frustration ou une colère, au risque d'être sanctionné par un encellulement disciplinaire. On est privé, me disait un homme détenu, d'à peu près tout ce qui fait l'humanité d'un être humain. Mais puisqu'il est question aujourd'hui de sens de la peine, quel est-il ? Quel est-il notamment pour les peines courtes, celles promises aujourd'hui par nos ministres, qui ne permettent aux détenus ni d'avoir un emploi, ni de faire un stage, ni d'aller en cours, ni de pratiquer un sport, ni de bénéficier d'un aménagement, puisque les 15% d'emploi et les 22% de stages sont réservés aux plus longues peines, puisque l'école et le sport font l'objet d'attentes de plusieurs mois, puisqu'enfin, en maison d'arrêt, un détenu sur 5 seulement peut avoir un aménagement de sa peine et 1 sur 20 être préparé à sa libération, ce qui signifie que les 3/4 des sorties sont dites sèches.
En réalité, pour la presque totalité des détenus en maison d'arrêt, l'expérience carcérale, c'est l'apprentissage. C'est non seulement la confrontation à la violence et à la flétrissure, mais c'est aussi l'apprentissage de l'absence de sens de la peine, ou plus exactement, faudrait-il dire, l'apprentissage que leur peine n'a d'autre sens que de déprécier leur vie et leur personne, et ce, je dois l'ajouter, malgré les efforts de certains directeurs et directrices, de certains surveillants et surveillantes, de certains conseillers et conseillères pénitentiaires d'insertion et de probation pour humaniser la détention. La prison, c'est donc pour beaucoup un temps vide, un temps gaspillé, un temps où l'on perd son emploi qu'on avait eu du mal à obtenir, ou bien les clients qui vont dès lors se retourner contre sa petite entreprise, un temps où ces enfants vont apprendre que leur père est incarcéré et où les couples vont se trouver mis à l'épreuve. Je m'appuie ici sur des dizaines d'entretiens. S'agissant des peines courtes, les magistrats, souvent il est vrai désarmés par le manque de solutions qui leur étaient offertes, notamment dans l'urgence des comparutions immédiates, me justifiaient leur décision en parlant d'un supposé choc bénéfique de l'incarcération. Lorsque j'en parlais au personnel pénitentiaire, ils évoquaient plutôt le choc de devoir décrocher des pendus ou découvrir des corps calcinés et affronter ensuite les enquêtes des parquets sur leur responsabilité dans ces morts. Car la question du suicide, lorsque j'ai commencé mes recherches, donnait lieu à une certaine médiatisation avec des reportages, des interviews des familles, des mobilisations d'avocats. Quand je les ai terminées quelques années plus tard, on n'en parlait plus. Pourtant, 130 personnes détenues se donnent la mort chaque année et la France a le taux de suicide en prison le plus élevé de son histoire et le plus élevé d'Europe. Alors le plus élevé de son histoire, pas tout à fait, car si le taux a été multiplié par 18 en un demi-siècle, après la Seconde Guerre mondiale, il a quelque peu diminué depuis 2 décennies pour atteindre aujourd'hui 18 pour 10 000 personnes détenues. Mais le plus élevé d'Europe, certainement, 2 fois plus qu'en Angleterre, en Allemagne et en Italie, 4 fois plus qu'en Espagne et en Irlande. On affirme souvent que c'est la conséquence du fait que les Français se suicident plus que beaucoup d'autres Européens. C'est vrai, mais en France, on se donne la mort 9 fois plus en prison qu'à l'extérieur, quand l'excès est d'environ seulement, si je puis dire, 6 fois pour l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne. Il y a donc ce qu'on nomme, d'un néologisme qui est plus parlant qu'élégant, une sursuicidité carcérale française. À quoi est-elle due ? Une explication simple serait l'état des prisons, leur vétusté, leur manque d'hygiène, qui, selon un rapport célèbre, les rendrait indignes de la République. Les statistiques de l'administration pénitentiaire révèlent toutefois une réalité plus complexe, qui interroge à la fois la chaîne pénale et la condition carcérale, car le suicide en prison est la conséquence à la fois de l'excès de punitivité et des défaillances de l'institution. Du côté de la chaîne pénale, on constate premièrement que le taux de suicide augmente parallèlement à la progression de la population détenue. Deuxièmement, que parmi les personnes écrouées, il est 2 fois plus élevé chez les hébergés que ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire qui sont généralement sous bracelet électronique à l'extérieur. Et troisièmement, qu'il est 3 fois plus élevé chez les prévenus que chez les condamnés. La première explication du taux élevé de suicide en prison, c'est donc l'enfermement, qu'il soit avant ou après le jugement, souvent pour des délits mineurs qui auraient pu donner lieu à des peines alternatives, telles que le bracelet électronique ou le travail d'intérêt général. Je précise que lorsque je parle de suicide, je parle bien sûr de suicides qui ont conduit à la mort. Du côté de la condition carcérale, on observe que 7% des suicides surviennent dans les premiers jours de l'incarcération, malgré les efforts réalisés pour rendre la transition vers les quartiers arrivants moins brutale. Et 25% ont lieu dans les 2 premiers mois. Il y a donc bien un choc de l'incarcération, mais probablement pas celui souhaité par les magistrats. Par ailleurs, le quartier disciplinaire, qui représente 85% des sanctions prononcées en prison, y compris contre des détenus qualifiés de victimes dont on sait qu'en fait, ils dissimulent du cannabis ou un téléphone pour un autre, y compris pour les actes dont le seul témoin est un membre du personnel connu pour son attitude agressive et provocatrice à l'encontre des prisonniers. Donc,
ce quartier disciplinaire multiplie le taux de suicide par 10 par rapport aux cellules ordinaires. Cette angoissante peine dans la peine devra probablement un jour, elle aussi, être questionnée. La seconde explication du taux élevé de suicide en prison, c'est donc la prison elle-même, pour ce qu'elle est, ce qu'elle représente et ce qu'elle autorise comme violence institutionnelle. Mais arrêtons-nous un instant sur cette peine disciplinaire. Au fil des ans, la durée maximale des séjours dans ce qu'on appelle le mitard, si psychologiquement délétère, n'a cessé de diminuer de 90 à 45, puis 30 jours, et même de 15 jours dans certains pays voisins. Lors d'une journée d'échange organisée à l'École des hautes études en sciences sociales, j'avais participé à une table ronde avec une directrice de l'administration pénitentiaire qui avait manifesté une réaction d'une grande violence contre ce que j'avais appelé une utopie réaliste, à savoir la suppression un jour prochain, dans quelques décennies peut-être, de cet héritage du cachot médiéval. J'avais ajouté que rétrospectivement, on le considérerait peut-être comme nous considérons aujourd'hui les fers, avec étonnement et répugnance. En attendant la possible échéance de cette utopie réaliste, des centaines de personnes détenues auront mis fin à leur jour dans le quartier disciplinaire, sanctionnées pour des faits qui peut-être ne le seront même plus, comme la possession de téléphone, alors cantinés dans les prisons, ou l'usage de cannabis, possiblement décriminalisé dans la société. Je parlais bien d'une utopie dont rien pourtant ne nous empêchait de penser qu'elle ne soit pas réaliste, et je pensais qu'une institution qui ne s'autorise plus l'imagination du changement, fût-il radical, est une institution qui se sclérose. La magistrate, qui s'est depuis illustrée dans une controverse au cours de laquelle elle défendait l'une de ses collègues dont les pratiques humiliantes ont conduit à des sanctions administratives, manquait assurément de cette imagination. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de penser que quelques semaines après la fin de mes 4 années d'enquête, un jeune homme d'origine africaine avait été incarcéré pour un délit mineur. La peine prononcée était de quelques mois. Il présentait des troubles mentaux sérieux et une certaine vulnérabilité psychologique. Peu après son arrivée, il eut une dispute avec un autre détenu, et malgré ses protestations désespérées de son innocence, il fut placé à titre préventif au quartier disciplinaire, en attendant son jugement. C'était à la fin de la journée, probablement comme un appel au secours face à cette situation qu'il vivait comme douloureuse et injuste, il mit le feu à son matelas. Ses voisins interpellèrent le surveillant de l'unité. Arrivé sur place, ce dernier, qui ne possédait que la première clé de la cellule, dut aller chercher son supérieur qui seul disposait de la seconde. Lorsque les portes furent enfin ouvertes, le jeune homme gisait inconscient, brûlé sur 80% de son corps. Il mourut quelques semaines plus tard, en service de réanimation. Le juge avait, peu avant son décès, ordonné sa libération. Face à la suroccupation des établissements pénitentiaires, avec leurs conséquences mortifères, il y a 2 attitudes possibles. Moins condamner à l'emprisonnement ou augmenter le nombre de places de prison. La France a presque toujours choisi d'augmenter les places, ce qui a permis de condamner plus pour des plus petits délits commis dans les classes populaires, tout en épargnant les infractions graves commises par les acteurs économiques, les responsables politiques et les forces de l'ordre. Cette logique qui satisfait la majorité semble à beaucoup inéluctable. Or, des pays voisins, sous des gouvernements pourtant conservateurs, ont réussi à renverser cette logique, à moins enfermer et donc à mieux enfermer. C'est le cas notamment de l'Allemagne, de l'Autriche, des Pays-Bas et d'autres encore. Que faudrait-il alors pour que la France suive cette même voie ? Il faudrait, je crois, que le pouvoir, les politiciens, les magistrats, les avocats, les médias disent aux Français ce qu'il en est des peines d'emprisonnement, de leur caractère coûteux et inégalitaire, généralement inefficace pour la société et destructeur pour l'individu. Qu'ils fassent sortir la prison des oubliettes où on l'a maintenue depuis les grandes révoltes d'il y a 50 ans pour dire ce qu'elle est et à quoi elle sert. Ce qui manque dans notre pays, c'est ce que Michel Foucault appelait dans son dernier cours au Collège de France le courage de la vérité. Courage de la vérité sur des peines qui, telles qu'appliquées aujourd'hui, ont souvent perdu tout sens. Alors jusqu'à présent,
j'ai consacré l'essentiel de mon propos à la situation française, qui est bien naturelle compte tenu de l'événement qui nous réunit, mais il faudrait bien sûr élargir cette perspective à l'international. Il faudrait, comme le fait remarquablement Prison Insider, regarder autour de nous, au plus près comme au plus loin, et certains le font. À cet égard, il est un peuple qui est confiné dans ce qui est la plus grande prison du monde, une prison à ciel ouvert dans laquelle sont enfermés depuis 18 ans plus de 2 millions de personnes. Au cours des 20 derniers mois, cette prison a vu son territoire divisé par 5. On en a détruit les murs intérieurs, les services de soins, les cantines, si l'on veut utiliser ce terme. On lui a coupé l'électricité, l'eau, la nourriture. C'est la seule prison du monde au-dessus de laquelle on envoie des avions et des drones pour bombarder les prisonnières et les prisonniers, dont beaucoup sont des enfants. C'est la seule prison du monde dans laquelle, lorsqu'arrivent de maigres vivres, on tire pour tuer celles et ceux qui viennent chercher de quoi donner à manger à leur famille. Cette prison s'appelle Gaza. Et à de rares exceptions près, les gouvernements occidentaux, dont la France, avec ses ministres intègres, ont apporté leur soutien au massacre qui est perpétré. De ce massacre, nous sommes donc, toutes et tous, que nous le voulions ou non, partie prenante. Je vous remercie. Bonsoir, merci beaucoup. Ça fait longtemps que je suis votre travail parce que je suis anthropologue de formation. Et il y a 20 ans, quand j'étais encore étudiante, je faisais de l'anthropologie du développement. Et je ne connaissais pas encore votre travail, mais j'étais très, très déçue de voir le manque d'engagement des anthropologues et des sociologues sur des sujets autour de ce qu'on appelle le développement. Parce que moi, j'étais choquée de beaucoup de choses de ce que je pouvais voir et lire, voir sur le terrain. Ensuite, j'ai découvert votre travail, puis j'ai lu Force de l'ordre, et en tout cas, vous m'avez réconciliée avec l'anthropologie, parce que vous avez gardé cet engagement politique et social très fort. Donc, merci pour ça. Et par rapport à cet engagement, en fait, on vit dans en France, mais vous êtes aussi professeur aux États-Unis. C'est deux pays où le regard sur les chercheuses et sur les militants et les militantes se durcit et où on a de moins en moins accès aux médias pour défendre d'autres points de vue, où on est caricaturé sous l'égide du wokisme et autres, ou de l'islamo-gauchisme, etc. Et moi, j'avais bien envie d'avoir votre avis sur ce sujet-là, en fait. Comment faire entendre notre voix dans les médias, comment faire entendre notre voix dans la société civile, lui donner accès au plus grand nombre, parce que bon, ici, on est tous entre personnes convaincues, mais il y a beaucoup de tout ce qu'on appelle l'opinion publique qui n'a pas accès à cette parole-là, qui a accès à une parole contraire extrêmement virulente et fascisante. Donc voilà, comment renverser la table en fait. Merci. Vous avez raison de souligner le temps difficile que nous traversons, je dirais, vis-à-vis de la société dans son ensemble, et avec ce qu'on appelle parfois un anti-intellectualisme, mais qui est même, il n'y a même pas besoin de se désigner comme des intellectuels, ou alors des intellectuels au sens qu'on utilise en Afrique, c'est-à-dire l'instituteur est un intellectuel, par exemple, enfin, tous ceux dont les métiers sont plutôt de l'ordre de ce genre d'activité. Et donc, effectivement, il y a cette hostilité. Et alors, le cas des États-Unis est intéressant parce qu'il est extrême. Il est extrême puisque on arrête des étudiants, on exclut des professeurs, on empêche d'entrer sur le territoire des chercheurs. Donc, on est dans une forme extrême, en tout cas pour le monde occidental.
et même d'ailleurs dans une grande partie du monde où on n'a pas ces traitements qui sont faits. Moi, tous les gens qui vont aux États-Unis aujourd'hui, les institutions françaises le recommandent, mais les institutions états-uniennes font la même chose pour ceux qui sortent et rentrent aux États-Unis, par exemple pour aller à un congrès, recommandent d'avoir un téléphone vide et un ordinateur vide. Voilà, on en est là. Moi, je ne fais pas ça. Je continue jusqu'au jour où je serai éventuellement contrôlé, arrêté peut-être, mais je ne fais pas ça parce que je refuse cette logique-là. Mais elle existe et elle est à prendre en compte, bien sûr, de façon sérieuse. Et donc, beaucoup a été mis, l'accent a été mis aux États-Unis beaucoup autour de la défense du droit international et notamment du droit des Palestiniens. Et donc, c'est cela qui a été ciblé principalement. Mais quand on regarde de près, en réalité, les choses vont au-delà, puisque, comme vous le savez, il y a une liste de, je crois, 180 mots qu'on ne peut plus utiliser, des mots qui peuvent être aussi bien genre, homosexualité, mais aussi inégalité ou développement, par exemple. Donc, le champ de ce qu'on ne peut plus dire dans un projet de recherche, par exemple, est extrêmement, extrêmement large. Et donc, en fait, je crois que ce qui est à l'œuvre, au-delà de la question du Moyen-Orient, qui évidemment cristallise complètement cela, c'est un rejet par des partis conservateurs et réactionnaires de toute pensée critique. En fait, ce qui est problématique aujourd'hui dans la société, c'est ce qui a fait, disons, l'espoir et puis une certaine reconnaissance des travaux de recherche dans les sciences humaines et sociales, à savoir un esprit critique. Un esprit critique qui existe d'ailleurs aussi dans les sciences physiques ou les sciences biologiques, mais qui a évidemment des enjeux différents lorsqu'il s'agit d'étudier la société, et en particulier ses inégalités. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui est mis en cause, et je crois que c'est ça que nous devons défendre. C'est pour ça que dans le travail que je fais, alors évidemment, je ne dis pas tout à fait la même chose quand je viens à Dieu-le-Fit, aux rencontres sur l'enfermement estival, sur l'enfermement, et quand je donne une leçon au Collège de France, mais j'essaye dans les deux cas, et sous des formes un peu évidemment différentes, mais de défendre justement une réflexion critique sur le monde. Réflexion critique ne veut pas dire critiquer, ça veut dire véritablement essayer de penser au-delà des présupposés que l'on peut avoir ou que l'on peut nous imposer. Donc je crois que voilà, on est dans une mauvaise période. On en a connu d'autres dans l'histoire, malheureusement, et celle-ci est une des plus sombres quand même qu'on ait depuis un siècle. Et notamment avec les conséquences que l'on voit quand même, que j'évoquais à la fin de mon intervention. Mais je crois que c'est absolument indispensable de ne pas, ce que j'ai ressenti moi personnellement dans un certain nombre de situations où je suis intervenu, un travail d'intimidation qui est fait, et il ne faut pas céder à cette intimidation, quel que soit le sujet sur lequel on travaille. Il faut garder sa liberté de pensée, de création, d'analyse, et bien sûr, en réclamant du débat, c'est-à-dire non pas en imposant un autre dogme, une autre doctrine, mais en étant ouvert au débat sur tous les sujets sur lesquels nous travaillons. Et quand je dis nous travaillons, certains ici sont chercheurs ou enseignants, et puis d'autres ont des tas d'autres métiers, mais nous travaillons au fond, d'une manière ou d'une autre, à transformer le monde. Mais pour transformer le monde, il faut d'abord transformer le regard que l'on a sur le monde. Merci.